Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Merci pour vos commentaires, vos remarques, vos réflexions qui nous permettent de préparer des nouvelles émissions. Nous allons d'ailleurs prochainement avoir une émission sur la santé avec un spécialiste des maladies liées aux médicaments ou des inconvénients des médicaments. En effet, on croit que les médicaments sont là pour nous aider, mais ce docteur spécialiste des médicaments va nous montrer, va nous mettre en garde contre les dangers des médicaments. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va toucher directement TVC7, puisqu'effectivement, il s'agit des nouveaux médias. Les médias transforment notre manière de regarder le monde, et aussi la manière dont on s'informe, la manière dont on connaît le monde, ce qu'il se passe autour de nous. Eh bien, voilà un sujet qui effectivement va nous intéresser. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, Monsieur Couetou, et bonjour à vos auditeurs. Alors, on en parlait, hein, les médias sont à la fois présents et à la fois ils modèlent un peu notre pensée. Vous en êtes le témoignage vivant, Monsieur Couetou. Merci, et effectivement, TVC7 interagit, hein, on a de manière locale un auditoire quand même respectable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution des médias? Je pense qu'on vit une période tout à fait intéressante et qui aura sa place dans l'histoire avec un grand H. Nous avons vécu de notre vivant, nous et vos auditeurs, un changement, ce qu'on appelle technologique ou un changement de paradigme très important. C'est qu'on est passé, les nouvelles et l'information changent de support. Auparavant, c'était sur le papier, les livres, les journaux et la télévision, même la radio plus récemment. Mais maintenant, on passe sur un support numérique. Et cette transition-là, elle n'est pas, il faut pas la prendre à la légère. C'est un changement très, très important qui a des implications énormes à plusieurs niveaux. Et c'est pourquoi je pense que vous avez eu la bonne idée de consacrer l'émission d'aujourd'hui à ce thème, la façon dont l'information voyage et le fait que ça soit dorénavant de plus en plus sur support électronique et non plus sur des supports dits traditionnels. On voit, hein, effectivement, il y a eu une évolution. Vous parliez du papier, du journal et puis de la télévision. Dans tous les cas, ces médias-là, même la radio, on était uniquement récepteurs. C'est-à-dire que le journaliste écrivait ou parlait à la télévision et le téléspectateur ou le lecteur de journal ne faisait que recevoir l'information. Il ne pouvait pas la commenter, il ne pouvait pas interagir. Exactement, je pense que là vous cernez un point très important. Il y a aussi, je crois, le fait que cette nouvelle distinction qu'on établit et qui me semble juste entre les médias dits traditionnels et les nouveaux médias. En anglais, ils appellent les médias traditionnels mainstream media. Et à mes yeux, une des caractéristiques des médias traditionnels, c'est qu'ils nécessitent un investissement financier assez important. Si on pense aux journaux, il fallait être propriétaire d'imprimeries capables de les imprimer. Si on pense au réseau de télévision, il fallait avoir des studios, de l'équipement très coûteux qui n'était pas à la portée, si vous voulez, de tout un chacun. Ce qui veut dire que pour être présent dans le monde des médias, il fallait auparavant avoir un bon capital, avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se procurer et acheter l'équipement nécessaire pour diffuser l'information et du coup diffuser les idées. Ce n'est plus le cas maintenant. Vous voyez ce matin, vos auditeurs nous entendent et pourtant la seule caméra que nous avons, c'est la caméra qui est intégrée à mon ordinateur et au vôtre et nous avons accès au foyer de vos auditeurs. Ceux-ci aussi peuvent communiquer avec vous par voie de courriel. Si on était plus sophistiqué, on pourrait peut-être même prendre leurs commentaires durant l'émission.
je vous en fais la suggestion, Monsieur Couetou, mais ça ouvre la porte à toute cette interactivité, cette interaction avec l'auditoire, d'une part, et dans votre cas, et dans le mien aussi, c'est que ça nous permet de diffuser, de participer au débat public avec des moyens techniques, somme toute, très modestes, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des investissements financiers énormes pour participer au débat public. Et ça, je pense que ça change la donne. Là, vous avez soulevé plusieurs points. Je rajouterais dans les exemples que vous donniez de la simplicité. Hein. Juste avant cette émission, on préparait une autre émission en faisant un test avec quelqu'un qui est en Chine. Exact. Et cela ne nous a rien coûté. Autrefois, téléphoner en Chine aurait coûté une somme énorme en sachant que peut-être la liaison aurait été mauvaise, on aurait eu une mauvaise image, etc. Alors que là, on avait une bonne image, un bon son, et effectivement, l'émission future qu'on prépare montre qu'elle sera sans doute de très bonne qualité. Donc on voit... Oui, exactement, et sans vouloir inventer la mèche, mais vous aviez fait un très bon travail de recherche et cette émission à venir va impliquer la participation de quelqu'un qui est à l'étranger, donc dans un autre continent, et qui participera à la conversation que nous aurons dans le cadre de cette émission qui sera, je pense, qui s'annonce pour être très intéressante. Mais écoutez, ça ouvre des perspectives très, très intéressantes, et comme vous le dites, c'est que ça permet aux gens de participer eux-mêmes à la conversation publique. Et c'est tout le phénomène des médias sociaux. Et alors là, on voit justement l'opposition par rapport aux médias mainstream que dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, il fallait beaucoup d'argent. Ça voulait dire qu'il fallait de la publicité pour rentabiliser l'affaire. Et donc, on voyait qu'il y avait un cercle un peu nocif. C'est-à-dire que il fallait de l'audience. Pour avoir de l'audience, il fallait faire des choses qui plaisent aux gens, même si ce n'était pas forcément quelque chose d'instructif, mais on allait peut-être réveiller des instincts, on va dire pas les plus élevés chez l'homme ou chez la femme, chez l'humain, de manière à avoir le plus d'audience possible et ne pas avoir des émissions qui soient forcément intéressantes, culturellement, mais qui seront plutôt intéressantes en chiffres d'audience. Et un directeur de télévision disait « Nous sommes là pour préparer les cerveaux à la publicité ». Ce qui montrait bien toute la problématique, c'est-à-dire que le financement énorme dont il y a besoin est répondu, et ce financement est fait par la publicité. Donc, il y a un échange là qui est plutôt malsain. C'est-à-dire que, au niveau des idées, au niveau de la liberté de penser, qu'on a évoqué déjà dans plusieurs émissions, eh bien, il y a une orientation qui est faite vers l'argent. Oui, je pense que là, vous soulevez un point fondamental, c'est que on parlait de l'investissement énorme qui était nécessaire dans l'ancien monde des médias. Et c'était pas à la portée de toutes les bourses. Donc, ceux qui étaient en mesure de faire ces investissements, soit certains groupes privés ou des sociétés d'État, est-ce que ça pouvait pas être tentant pour les rares groupes financiers qui pouvaient se permettre de tels investissements de vouloir en profiter pour diffuser leur propre point de vue sur des enjeux sociaux contemporains? Autrement dit, de vouloir influencer l'opinion publique par le fait qu'ils étaient propriétaires des moyens de diffuser dans le public des opinions, que ce soit politiques, sociales. Autrement dit, est-ce que les propriétaires de ces grands médias n'avaient-ils pas un agenda social qu'ils pouvaient vouloir, légitimement ou non, diffuser? Dans le cas des médias publics, comme par exemple la Société Radio-Canada, c'était inscrit dans la loi, vu que cette société appartient toujours au gouvernement fédéral, elle est sous contrôle de l'État, donc c'est inscrit dans sa loi qu'elle doit refléter une diversité de points de vue. Donc on voit que le législateur a eu cette préoccupation de dire, écoutez, ça ne doit pas devenir une télévision qui diffuse le point de vue officiel du gouvernement. Là. On doit laisser s'exprimer plusieurs points de vue.
je pense que c'est louable. Mais maintenant, avec l'Internet, avec YouTube, avec Facebook, Skype, justement, un grand nombre de personnes peuvent participer à la conversation publique et lancer dans l'espace public des idées, des opinions, et sans avoir le contrôle ou sans passer par le prisme, parfois déformant, du contrôle d'un grand groupe de presse. Oui, grand groupe de presse qui d'ailleurs, je crois que c'est le cas aussi bien au Canada qu'en France, eh bien, seulement une dizaine de personnes détiennent l'information, sont propriétaires des médias. Donc quand on voit qu'il n'y a que 10 personnes qui possèdent l'intégralité des médias, que ce soit la presse écrite, la télévision ou la radio, à ce moment-là, effectivement, il y a un problème. Parce qu'il suffit que les 10 personnes se mettent autour de la table et se disent, ben voilà ce qu'on va dire. Et on le voit, hein, on peut reprendre des exemples d'ailleurs assez récents de ce qui s'est passé en Allemagne, où il y avait eu des problèmes avec des immigrés. L'information n'avait été relayée par aucun média officiel. Et c'est les médias alternatifs, hein, exactement, qui ont relayé les premiers l'information, et ils en ont tellement parlé que les médias officiels ont été obligés d'en parler. Oui, et je pense que c'est un excellent exemple, et vos auditeurs eux-mêmes peuvent devenir, à très peu de frais, des médias eux-mêmes. Je vous donne l'exemple. Ici, de plus en plus de gens ont avec eux des téléphones intelligents. Ils sont dotés d'appareils photo et même on peut prendre des images vidéo avec ça. Donc vous vous promenez sur la rue, vous êtes témoin d'un accident, d'un événement, vous sortez votre appareil intelligent, vous filmez, vous prenez des photos, on peut même enregistrer le son. Ma foi, vous êtes sur les lieux là et vous faites une captation de l'événement en direct avec ces appareils-là. On voit de plus en plus d'ailleurs d'images quand il y a des catastrophes qui se produisent, des gens qui étaient sur place, ou parfois même des gens qui étaient au cœur de l'événement, un avion qui fait un atterrissage d'urgence, des fois il y a des passagers qui sortent leur appareil puis qui filment. Alors, et une fois que vous avez fait cette captation d'image-là, vous-même, avec votre appareil, rien ne vous empêche aussi de diffuser ces images-là sur des sites que vous contrôlez, sur votre page Facebook, ou tout ça. Et voilà, ça y est, vous êtes en voiture, vous êtes devenu un média d'information. Vous diffusez de l'information et vous n'êtes plus confiné au rôle que vous décriviez tantôt, de simplement recevoir une information qui est envoyée par d'autres et choisie par d'autres et filtrée par d'autres. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et on n'a pas fini de mesurer à quel point ça va bouleverser le paysage médiatique. Et on voit d'ailleurs que l'absence de vidéos ou d'images sur certains événements pose problème. On se dit, tiens, là, il y a un problème. Je prends l'exemple assez récent hein, des attentats de Paris, où on n'a quasiment aucune image, alors qu'il y avait beaucoup de personnes. Oui. Et du coup, beaucoup de médias alternatifs se posent la question, comment ça se fait que ce soit au Bataclan, que ce soit au Stade de France, eh bien, aucune personne n'est filmée. Que personne n'ait pris d'image et qu'on n'ait pas d'image. Et effectivement, ça pose la question. Alors qu'on a des images, comme vous le disiez, hein, de à peu près tout et n'importe quoi, dès qu'il se passe quelque chose, on a des images, eh bien, sur un événement aussi important, qu'on n'ait pas d'image est surprenant. Ça peut s'expliquer parce que les gens ont préféré sauver leur vie que de prendre des images. Mais ça pose question. Oui, et puis, bon, justement, on devient plus demandant, on questionne davantage. Et ça, je pense que c'est sain en démocratie. Cependant, tout le monde ne le voit pas du même œil. Ces grands groupes-là, il y a des intérêts financiers. Et vous parliez tout à l'heure que c'est entre peu de mains. J'entendais justement hier une information à l'effet que les réseaux de télévision aux États-Unis, qui est pourtant un immense pays d'au-delà de 300 millions d'habitants, les grands réseaux de télévision sont entre les mains de 6 groupes. Pas 10, là, 6. Donc, ça se compte, voilà, 6 groupes. Comme vous dites, si les 6 sont du même avis ou se concertent ou sont simplement par hasard du même avis,
ben, on va avoir un seul côté de la médaille sur certaines questions ou certains enjeux. Donc, d'autant qu'a priori, toutes ces personnes sont extrêmement riches et elles ont donc un côté en commun, elles ont un côté d'être plutôt du côté des riches que des pauvres. Leur premier souci est rarement l'augmentation du salaire moyen ou le fait que chacun puisse manger à sa faim. Oui, ben je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde qui cherche à intervenir dans la sphère publique. On peut avoir des groupes de défense des droits des travailleurs qui vont vouloir avoir leurs propres médias. Ils avaient à l'époque leurs propres journaux, des revues syndicales. C'est légitime quand on veut prendre la parole sur la place publique. C'est généralement pas pour être neutre. C'est pour participer au débat public et faire avancer un certain point de vue qui nous est cher. C'est sûr que ceux qui ont des intérêts financiers importants vont vouloir justement les préserver. Mais un groupe social qui défend des démunis, s'il a la chance de pouvoir intervenir sur la place publique, le fera sans doute pour défendre ou faire prévaloir ou présenter à tout le moins le point de vue de ses adhérents. Alors, c'est ça la beauté du débat public. Et donc, moi, je me réjouis de l'apparition des nouveaux médias et je crains, les craintes que j'ai, c'est vis-à-vis des volontés de contrôler ou de censurer. Ça, je suis très vigilant vis-à-vis de cela. Donc, quand on nous arrive des fois dans différentes juridictions avec des volontés de vouloir contrôler l'Internet ou de le censurer, ça, je pense que c'est une menace à la liberté d'expression et nous devons être très, très vigilants vis-à-vis de tout projet de loi qui viserait à restreindre nos libertés d'expression sur ces nouveaux médias d'information-là. Alors justement, d'un point de vue historique, hein, on en parlait, vous en parliez en préparant cette émission, je crois que on vit donc un changement important. Je crois que c'est important de faire un rappel historique. Parce qu'on a déjà connu un changement fort comme ça. Oui, moi je pense qu'il y a un parallèle entre l'époque que nous vivons présentement, fin du 20e siècle, début du 21e, avec l'apparition de ces nouveaux médias, et ce qui s'est passé au 16e siècle avec l'apparition de l'imprimerie. Écoutez, donc l'imprimerie par Gutenberg, on dit 1475 à peu près, dans ce point-là, et donc, là, ça a révolutionné la façon dont l'information voyageait. Tout simplement parce qu'il devenait beaucoup plus facile d'imprimer et donc, du coup, de diffuser des écrits. Auparavant, pour retranscrire, ça prenait des copistes. Alors, on pense à cette image des moines qui retranscrivaient dans les patiemment et péniblement, qui retranscrivaient la Bible. Il y en a qui passaient leur vie à faire ça, là. Et pendant les 15 premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire grosso modo, de la venue du Christ jusqu'aux alentours de l'an 1500, pour transmettre les textes sacrés, il fallait les retranscrire à la main. Et c'est comme ça que la diffusion de ces textes-là s'est faite. Et c'est comme ça que ça s'est passé aussi pour les textes de l'Antiquité. Les philosophes grecs, les historiens romains avaient quand même produit beaucoup de choses, mais il n'y avait pas de moyen de reproduire ça autrement qu'à la main. Et c'est ça qui a changé avec Gutenberg. Donc, tout juste à l'aube du 16e siècle. Et ça a été un bouleversement non seulement technologique, mais aussi économique et aussi social. Parce que ça a permis à de nouvelles idées de circuler. L'invention d'imprimerie, c'est en Allemagne. Et la réforme protestante, ce qu'on appelle maintenant les églises protestantes, c'est avec Martin Luther, qui était également en Allemagne, donc quelques décennies, environ 40 ou 50 ans après l'apparition de l'imprimerie. Et vos auditeurs savent que les protestants, eux, s'appuient sur la Bible. C'est la seule autorité pour eux. Donc, c'est pour ça que souvent, on voit les protestants se promener
dans la main avec le livre. Mais écoutez, c'est pas quelque chose qui était concevable avant l'an 1500. Parce qu'avant l'an 1500, on pouvait pas se promener avec le livre. Il aurait été impensable de remettre la Bible entre les mains de chaque fidèle parce que ça prenait beaucoup trop de temps pour la retranscrire. C'était technologiquement impossible. Et moi, ce que je pense, et je crois qu'il y a certains auteurs qui ont étudié le sujet beaucoup plus que moi, mais que la réforme protestante n'aurait pas été possible sans le développement technologique qu'a constitué l'invention de l'imprimerie. Donc, on voit qu'un changement technologique peut amener un bouleversement sur le plan des idées. Et là, c'est de ce dont on parle ici maintenant. Et on voit que ce que vous dites, c'est que ça s'est fait très vite. C'est-à-dire qu'on a l'invention et quelques années après, alors qu'on est dans une période où on n'a pas Internet, justement, oui. On voit quelques années après... Mais on avait le livre. Nous, on prend le livre pour acquis. Mais écoutez, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, les livres imprimés. Ça fait moins de 500 ans et ça a donné des bouleversements sur le plan des idées parce que c'était un support qui permettait aux idées de circuler beaucoup plus qu'avant. Et donc, ceux qui contrôlaient la circulation des idées à l'époque, c'était surtout l'Église catholique qui, à ce moment-là, avait le contrôle sur la diffusion de l'écrit, qui était la Bible, retranscrite patiemment par ses moines. Mais là, on voyait émerger une nouvelle façon de diffuser dans le public des idées, le livre. Et là, ça posait la question de qui contrôle ce qui est écrit dans les livres. Parce que des fois, c'était des idées qui venaient menacer l'ordre établi. Alors, c'est menaçant pour celui qui contrôle les médias, c'est menaçant de voir émerger une nouvelle façon de diffuser des idées dans le public. Et ceux qui possèdent les moyens à ce moment-là se sentent menacés et cherchent, peut-être naturellement, mais malheureusement, à réprimer ces nouveaux modes de diffusion des idées parce que ça menace, en quelque sorte, l'ordre établi. Alors on voit, il y a 2 points dans ce que vous venez de dire. D'une part, la vitesse de propagation de la chose, et c'est la même chose, je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent du monde avant 2000, parce qu'en gros c'est en 2000 que tout bascule. En gros, on peut dire 98 ou 2002, mais 2000 est vraiment une charnière. Et le monde d'avant, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, et on s'écrivait des lettres à la main. On envoyait des messages, voilà, et on n'avait pas des textos, on ne pouvait pas téléphoner dans la rue. Il y avait quelques personnes exceptionnelles qui avaient un téléphone cellulaire, qui était d'ailleurs un grand téléphone, quelque chose d'impressionnant. Donc on voit qu'on a basculé très très vite. Et puis l'autre point, c'est qu'effectivement, il y en a qui se sentent menacés, et on voit tout un mouvement qui est très fort aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, où il y a des lois qui sont faites pour protéger les médias traditionnels, qui sont d'ailleurs énormément subventionnés parce que, notamment en Allemagne, les médias ne pourraient pas vivre sans subvention. Parce que les gens n'achètent plus, ne regardent plus la télévision, ils se tournent complètement vers les médias alternatifs, où il y a une information, j'allais dire, beaucoup plus hétéroclite. Oui, c'est ça. Et ça soulève, comme vous l'avez mentionné, un aspect économique qui n'est pas négligeable. Vous savez, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, ça a ouvert une nouvelle industrie qu'on appelle l'industrie de l'édition, l'industrie du livre. Et donc, qui a connu de beaux jours pendant 500 ans. Mais là, ça va mal chez les éditeurs. Et donc, cette industrie-là des livres, il y a de moins en moins de gens qui achètent des livres. On peut les avoir, on peut les télécharger, puis les mettre là-dessus, ou les lire de façon plus commode sur des tablettes. Si on lit le livre, si on l'achète en format numérique, puis qu'on le lit sur la tablette, on n'a plus besoin de papier, on n'a plus besoin d'imprimante ou de passer à l'imprimerie. Et du coup, l'éditeur, lui, à ce moment-là, il n'a plus sa raison d'être.
il y a quelques années à peine, justement au détour de l'an 2000 dont vous avez parlé, qui est une date charnière, et je suis d'accord avec vous sur ce point. Au début dans la première décennie de l'an 2000, aux États-Unis, je pense qu'il se fermait un journal par semaine aux États-Unis, des petits journaux locaux, tout ça. Mais là, nous, vous voyez, depuis quelques semaines maintenant, le journal La Presse à Montréal ne diffuse plus sur papier. Et il diffuse exclusivement sur format électronique, sur tablette. Ça veut dire que les grosses imprimeries, pour des gens qui sont déjà allés à Montréal, au coin de la rue Saint-Laurent et je pense que c'était Saint-Urbain, c'était l'édifice de La Presse, et à l'étage du rez-de-chaussée, il y avait de grandes baies vitrées, puis on voyait les grandes rotatives. Et ben là, écoutez, on voit plus rien, là, c'est parti. Ça n'a plus sa raison d'être. Donc, il y a un changement économique. Ça occasionne un changement économique. Et à Amos, on est bien placé, puisque à Amos, on a une industrie du papier. Et donc, si l'édition va mal, eh bien forcément, le papier va mal. Donc, on en subit aussi des conséquences économiques. Oui, et la façon de faire voyager l'information donc occasionne ces bouleversements. En terminant, je vous mentionne une affaire d'actualité concernant l'application Uber. Uber, c'est une application qu'on peut mettre ici sur nos téléphones intelligents pour, au fond, repérer quelqu'un qui est prêt à nous transporter quelque part en voiture. Donc, et ça menace l'industrie du taxi. L'industrie du taxi était déjà bien organisée et on décrochait le téléphone, on appelait à une centrale puis on nous envoyait une voiture. Et là, maintenant, il y a une autre façon de communiquer et notre besoin d'être véhiculé. Et on voit qu'il y a une économie nouvelle qui tente d'émerger. Est-ce que c'est bon, pas bon? C'est certain que les gens qui sont dans l'industrie déjà existante se sentent un peu bousculés par ces changements technologiques. Mais ces nouvelles façons de faire voyager l'information, on n'a pas fini de voir à quel point ça bouleverse notre économie, nos habitudes et même nos façons de penser. Alors, quelles questions laisseriez-vous à nos auditeurs parce qu'effectivement, on est à la veille, comme avec Gutenberg, on est peut-être à la veille d'un bouleversement spirituel aussi. Aussi, le monde spirituel n'est pas à l'abri de ces changements technologiques. On l'a vu avec la réforme protestante, quand l'imprimerie est arrivée. Le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible, avec ce que ça a donné comme conséquence, là, au niveau de l'apparition des mouvements protestants. Donc, la question que je laisserai à vos auditeurs vis-à-vis de ces nouveaux médias d'information-là, c'est est-ce que vous désirez simplement recevoir l'information ou si vous désirez vous prévaloir de cette technologie pour participer, vous aussi, vous-même, au débat public? Choisis. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous regardez et à la semaine prochaine.